Toujours pas de cessez-le-feu entre les éléments de l'AFC M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo, toujours appuyés par les Ouazalendo. Nous sommes dans les sites Kivu, mesdames et messieurs, dans le territoire des Fizi. Les crépitements, ou disons la situation n'est pas du tout bonne, hein. Surtout ce vendredi 13 février 2026, hein, des offensives des forces armées de la République démocratique du Congo dans les hauts plateaux des Minembwe. On signale donc des combats entre les Twirwanéo, voilà, donc les FARDC qui s'affrontent aux Twirwanéo, c'est faction alliée à l'AFC M23. Nous sommes donc au niveau des Luemba, ou Geafi, voilà, Kakenga, Ilundu, et même du côté des Kawera, toujours dans le territoire des Fizi. Donc c'est vendredi. Voilà des sources administratives aussi recoupées qui reviennent justement sur cette situation tendue. Que veulent les forces armées de la République démocratique du Congo? Parce qu'ici, c'est sont justement donc ces structures au sein des FARDC qui ont lancé les offensives avec les Ouazalendo qui sont aussi là-bas. Alors on revient justement sur, en faisant les points sur les différentes lignes de front. Ligne de front, c'est pas seulement là où les partis s'affrontent sur les plans militaires. Il y a aussi un front très important aujourd'hui qui est à la une tout au long de cette semaine. C'est le front diplomatique, c'est le front aussi politique, hein, avec les dialogues tant attendus par toutes les parties. Voilà l'Angola qui insiste, et voilà cette même initiative, voilà, chapeautée par l'Angola, va jusqu'au point de décréter un cessez-le-feu pour les 18 de ces mois en cours. Voilà la FCM 23 qui dit ne pas être consulté. Alors, on va donc revenir dans ces actes chauds. Voilà donc les éléments qui ont retenu l'attention de la rédaction des Web Info cette semaine. On va donc faire les points sur justement toutes ces thématiques. On va faire en tout cas un décryptage complet de toutes ces réalités. C'est à quoi aussi on peut s'attendre pour la suite, parce qu'il faut entrevoir déjà la suite. C'est très très important. Nous sommes sur ces plateaux avec Gaëtan Kombi. Il va donc analyser ensemble avec lui. On va donc brosser, on va passer à peine fait toutes ces actualités. Vous êtes nombreux en train de nous suivre. Nous sommes en direct. Voilà, vos points de vue sont toujours les bienvenus. Dites-nous qu'est-ce que vous pensez. On parle des trois fronts. Il y a les fronts sécuritaires tout d'abord, ou les fronts militaires, comme on peut encore les dire, les fronts politiques et les fronts économiques. Pourquoi les fronts économiques? Parce que cette semaine, on nous a parlé encore des accords bilatéraux République démocratique du Congo, États-Unis, avec des mercenaires qui sont là. Tout le monde pensait qu'ils sont en République démocratique du Congo pour appuyer les FARDC. Mais leur mission principale, selon les révélations de nos confrères britanniques des Reuters, eh bien, ils sont en République démocratique du Congo pour un objectif aussi capital: protéger les sites miniers, c'est rassurer aussi d'une collecte efficace des, de tout ce qui a des rapports avec les fiscs. Là, c'est dans les secteurs miniers. Gaëtan Kombi, voilà, c'est du lourd, hein. Ouais, dit très très lourd. Parce qu'on va aborder les trois fronts, comme vous l'avez dit. On Ouais. ne peut pas aborder un seul sans pour autant, n'est-ce pas, aborder un autre. On ne peut pas délier un de l'autre, puisque les trois là sont liés. Voilà pourquoi moi je trouve que c'est quand même très intéressant qu'on puisse lier à la fois les fronts Oui. sécuritaires, politiques et les fronts économiques également. Là, c'est dans le cadre médiatique. Nous, on peut évoquer tous ces fronts, mais vous trouvez ça normal qu'on amorce les trois fronts au même moment? Donc, que le gouvernement se lance sur les fronts militaires, sur les fronts diplomatiques et politiques, au même moment, tenant compte de toutes les conséquences. C'est la preuve que c'est, comment dirais, c'est le signe d'un gouvernement qui manque d'alternatives uniques, plausibles. Pourquoi? Parce que oui, je peux comprendre que l'on puisse combiner les fronts diplomatiques et les fronts sécuritaires, parce que en même temps qu'on sera en train, n'est-ce pas, de se mesurer ou de se mesurer à l'adversaire sur le front, généralement, il y a toujours des travaux qui se font en coulisses. C'est normal que l'on puisse combiner les deux fronts, mais qu'on puisse également se jeter directement dans le front économique. Moi, je trouve que c'est typique à un gouvernement qui manque d'alternatives fixes. Une seule alternative sur laquelle
il s'est fixe. Oui. Donc, comme je viens de le dire, c'est quasiment anormal hein, pour répondre à votre question. Mais après, lorsque vous n'avez pas c'est sur quoi c'est S'appuyer. basé, s'appuyer solidement et c'est sur quoi vous espérez quelque chose, généralement, ce qui suit, c'est la tergiversation. Et là, aujourd'hui, la RDC est en train de compter sur les États-Unis d'Amérique, n'est-ce pas, que les États-Unis d'Amérique exercent leur puissance pour, n'est-ce pas, contraindre les M23 Avec à se des résultats, retirer, bien sûr. avec des résultats bien sûr, Oui. contraindre les M23 à se retirer des différentes localités qu'ils continuent à Contrôler. contrôler, mais également de contraindre le Rwanda à lever ses mesures de défense, ce qui n'est toujours pas Pour Kinshasa, les le mesures cas. de défense, ça s'explique par la présence de l'AFC M23 dans toutes ces entités. En effet, c'est la compréhension de Kinshasa de ce qui est la mesure de défense du Rwanda. Oui. Donc, la RDC se tourne autant sur les États-Unis, et ce n'est pas que les États-Unis, puisqu'il y a aussi les Émirats arabes unis récemment qui ont été contactés. Il y a également les Qatar avec lesquels la RDC entreprend Un également gouvernement sur plusieurs fronts au même moment. sur plusieurs fonds. Alors, est-ce qu'il y a des résultats? On Bon, pourra peut-être aller front par front. Les fronts, on va commencer d'abord par les fronts sécuritaires. En introduisant cette émission, j'ai fait justement les points sur les combats, donc les lignes de front au niveau des Minembwe, ça bouge toujours. Hein. Et c'est comme si les FARDC se comportent autant bien que mal jusque-là, contrairement au front précédent, donc que ce soit au Nord Kivu tout comme au Sud Kivu. c'est quand même assez incroyable que l'on en soit à ces niveaux des affrontements sporadiques. Je ne vais pas dire que les Des affrontements affrontements sporadiques, se ouais. déroulent tous les jours, c'est Oui. pas un continu, mais quand même, de manière assez isolée, c'est quand même assez incroyable qu'on en soit à ces affrontements sporadiques, pendant que il y a le Léviathan que sont les États-Unis d'Amérique qui avaient tapé du poing sur la table et appelé toutes les parties, n'est-ce pas, au cessez-le-feu, pendant qu'il y a des accords de Doha qui ont été signés et qui ont appelé justement les parties belligérantes à un cessez-le-feu. C'est quand même assez incroyable qu'on en soit à ces niveaux-là du non-respect d'un engagement qui a été pourtant pris par toutes les parties. Alors moi, je me dis... Est-ce une méfiance les facteurs ou X, mauvaise foi? moi je pense que les facteurs X Oui. dans cette guerre, c'est que les principales parties au conflit, c'est-à-dire la RDC, Kinshasa, le régime de Kinshasa et l'AFC M23 ont tous des alliés. Des alliés qui du reste échappent à toute réglementation et échappent même à tout accord signé, que ce soit à Doha ou à Washington. Oui. Qui dit allié de Kinshasa fait allusion aux Wazalendo, bien évidemment. Aujourd'hui, les Wazalendo ne sont pas véritablement liés ni à l'accord de Doha, ni à l'accord de Washington. C'est les mêmes cas de figure pour les Tyrannéos dont vous venez de parler de la défaite tout de suite. Donc, eux aussi ne sont ni liés à Doha, ni à Washington. Voilà pourquoi eux, non mais ils se croisent deux fois et deux fois ils s'accrochent. Pourquoi? Parce que eux ne sont pas liés à ces accords-là. Et le génie des deux parties principales au conflit, c'est-à-dire la RDC et les Kinshasa et les M23, c'est de profiter, n'est-ce pas, de la situation de leurs alliés. De ces non-respects. De ces non-respects. Mais est-ce que c'est ce qui explique aussi l'effet, disait, de la force aérienne avec les avions de chasse de part et d'autre? Parce que la récente attaque de Kisangani, là, c'est l'AFC M23 qui a revendiqué cette attaque. Est-ce que ça... Oui, les alliés, les Tyrannéens pour l'AFC M23 qui sont sur les lignes de front en train de s'affronter soit au FARDC ou même au Wazalendo. Pour les FARDC, ce sont les Wazalendo. Est-ce que ça justifie aussi l'effet de recourir même à la force aérienne, comme ça s'est fait aujourd'hui? Eh bien, nous savons tous les conséquences qui peuvent en découler. Ah, justement, dans ce qui est difficile à l'heure actuelle, au moment où on est en train de parler, au moment où tout se déroule, au moment où toutes ces attaques sont revendiquées par les uns, niées par les autres, c'est de savoir qui attaque et qui réagit. Parce que naturellement, lorsque vous êtes attaqué, vous allez réagir. Instinct de survie oblige. Vous allez réagir. Légitime défense. Légitime défense, voilà. Alors autant, et c'est là que ça devient très intéressant, puisqu'il y a un peu de mauvaise foi de part et d'autre. Pourquoi? Parce que, mais il y a un peu de bonne foi.
encore une fois, les gens vont très mal me comprendre et vont m'étiqueter Un peu de bonne foi. Un peu de bonne foi C'est- de la part, un peu de sincérité de la part du M23. Pourquoi? Parce que la seule fois que le M23 a usé, n'est-ce pas, de son arsenal militaire ou de son armement, comment dirais-je, de ses drones, Oui. le M23 l'avait revendiqué sincèrement. Mais après, on apprend de jour en jour, au jour les jours, quotidiennement, que les FARDC bombardent les positions de l'AFC M23. Et on ne l'apprend pas de sources pro-M23, on l'apprend des sources pro-gouvernement. Pourquoi on bombarde? Oui, justement parce qu'on constate qu'il y a des attaques sur les plans terrestres qui sont menées. Bon, là, c'est ça, voilà, les mêmes sources gouvernementales que vous venez d'évoquer parlent des attaques de l'AFC M23 sur les positions des FARDC et des Ouazalendo sur les plans terrestres. Alors, pour se rassurer, pour riposter efficacement, on utilise la force aérienne. C'est de cette mauvaise foi dont je venais de parler, de part et d'autre. C'est comme ça que j'ai débuté. Mais j'ai quand même souligné que j'ai constaté néanmoins un brin de sincérité, au moins une fois, de la part de l'AFC M23 qui avait revendiqué assez sincèrement des attaques sur l'aéroport de Bamboka et Kisangani. Oui. Mais j'aimerais quand même que l'on s'écarte un peu de cette mauvaise foi. Et c'est d'ailleurs le boulot que viendra faire la MONUSCO pour venir, n'est-ce pas, s'assurer sur le terrain de qui viole exactement les cessez-le-feu, de qui provoque et de qui réagit exactement. Voilà. À travers ces deux questions-là, qui attaque qui et qui défend aux attaques de qui, je pense qu'on aura suffisamment de voilà, cette mission onusienne qui aura du boulot, en tout cas à faire. Voilà pourquoi beaucoup de boulot. Ouais, elle se prépare déjà pour un déploiement, mais il y a une confusion, Gaëtan Kombi. Oui, on va aller à Ouvira pour se rassurer d'un respect aussi strict du cessez-le-feu comme convenu à Doha et dans d'autres processus diplomatiques. Mais déjà, pour que la MONUSCO arrive à Ouvira, c'est très compliqué parce qu'elle était déjà en plein désengagement au niveau du site Kivu. Voilà pourquoi elle trouve aujourd'hui très, très important que l'aéroport de Goma soit opérationnel concernant juste les trafics humanitaires. Avec les trafics humanitaires, on a vu l'atterrissage plus d'un an après d'un hélicoptère à l'aéroport de Goma, un aéroport, voilà, vous comme nous, on n'avait pas assez de nouvelles de ces aéroports. Alors, c'est la représentante spéciale adjointe, ou disons par intérim du secrétaire général de l'ONU qui est venu à Goma dans une mission aussi précise, le cessez-le-feu. Avec le mécanisme de suivi déjà mis en place, la MONUSCO qui intervient. Tout le monde voyait cette MONUSCO déjà fait mandat en République démocratique du Congo. Oui, on vient de renouveler son mandat d'un an, mais un autre travail pour cette MONUSCO. Toujours aussi le plan sécuritaire, ça représente quoi? C'est pas légitime. C'est ça le problème de la MONUSCO. Et c'est là que moi, je pense qu'ils sont en train de Est-ce qu'aujourd'hui, taper les pieds dans le tapis. C'est une question de légitimité? Ben oui, ou c'est une question d'urgence? Légitimité, oui, c'est une urgence, mais qui devrait mener cette urgence-là? Moi, je ne pense pas que la MONUSCO soit l'acteur idoine pour, n'est-ce pas, aller, n'est-ce pas, observer le respect ou le non-respect du cessez-le-feu. Elle revendique toujours sa neutralité. Mais la MONUSCO, oui, elle peut la revendiquer, mais la MONUSCO, aujourd'hui, je parle de son illégitimité. Pourquoi? Alors, il y a une illégitimité qui a même un ancrage populaire au sein même de la population. Tout le monde sait que le travail de la MONUSCO n'est jamais abouti ou n'est jamais efficace. Alors, même du côté de différents belligérants, là, je suis en train de parler de l'AFC M23 qui a toujours, n'est-ce pas, inféodé la MONUSCO au FARDC. Rappelez-vous du communiqué de l'AFC M23 après les attaques sur, je pense que c'était les attaques sur Minembwe. Ils avaient dit que la communauté internationale avait, n'est-ce pas, se montre de plus en plus complice vis-à-vis de la République démocratique du Congo. Les opérations Springbok. C'est ça, les opérations Springbok également, qui étaient menées impulsées par la MONUSCO avec, n'est-ce pas, en appui les forces armées de la RDC. Donc la MONUSCO arrive déjà en position d'illégitimité. C'est une instance, disons, c'est une organisation qui n'est pas acceptée par tous les belligérants. Et cela pose problème. Pourquoi? Parce que
Le premier Je vais rapport... vous surprendre un tout petit peu. Le premier rapport que la Permettez que MONUSCO... je vais vous surprendre un tout petit peu. Est-ce que vous savez même que les Ouazalènes d'aujourd'hui ne sont pas d'accord, donc n'étaient pas plutôt d'accord de voir la MONUSCO participer de manière conjointe dans des opérations avec les FARDC. Les Ouazalènes n'étaient pas d'accord. Si on peut les mettre parmi, si on peut parler des belligérants, donc il y a les Ouazalendo et les éléments de l'FCM23 qui ne sont même pas d'accord que la MONUSCO joue un rôle de neutralité aujourd'hui. Et ce n'est pas une fois qu'on a entendu la MONUSCO ou certaines troupes de la MONUSCO tomber dans l'embuscade de Ouazalendo. Oui. Pourquoi? Parce que les Ouazalendo, c'est un peu... c'est différents groupes armés, généralement des Maï-Maï, dont l'idéologie s'enracine dans les moulélismes. Le moulélisme est prôné, n'est-ce pas, les nationalismes crus, les nationalismes les autodéfenses. Poussés, les autodéfenses. Donc, à chaque fois qu'il y a une troupe étrangère sur le sol congolais, tout naturellement, les Maï-Maï là réagissent assez vigoureusement. Donc, ils ne peuvent mais pas... Mais sa substance naturelle aujourd'hui... Ils ne peuvent pas cohabiter avec la MONUSCO. Ils ne peuvent pas. C'est ça. Donc aujourd'hui, tous ces pervertis, tous ces travestis, au point que il ne restait plus rien du moulélisme. En observant les Maïmaï qui violent, par exemple. Oui. Pourtant, à l'époque, c'était... Violer et voler. Voler, qui pillent. Donc, à l'époque, c'était pas du tout ça, les moulélismes. Donc, au bout d'un moment, l'idéologie s'est vidée. Mais, comme j'étais en train de dire, il y a un enracinement dans les moulélismes, un enracinement qui tient sur quelques logiques, notamment le refus de troupes étrangères sur les sols congolais. La MONUSCO, bien évidemment, c'est une troupe étrangère sur les sols congolais. Et du coup, voilà pourquoi j'étais en train d'exploiter largement cette illégitimité-là de la MONUSCO. Autant sur le plan militaire et sur le plan opérationnel, la logistique, la MONUSCO aujourd'hui, elle s'est toujours dit être, n'est-ce pas, en faiblesse par rapport même au M23. Alors, s'il arrivait, moi, c'est la question que je me pose, s'il arrivait que la MONUSCO constate qu'il y a violation du cessez-le-feu, ça sera quoi sa réaction? Bon, informer à qui des droits, peut-être. À qui des droits, c'est l'instance qui a donné mandat à la MONUSCO. Parce que là, la MONUSCO intervient... Mais c'est les conseils de sécurité des Nations Unies. Oui, les conseils de sécurité, mais nous savons tous sur la pluralité aussi avec ces conseils. Nous savons tous. Parce qu'il y a différents blocs aujourd'hui qui composent ces conseils. Que la MONUSCO, je ne suis pas en train de vous... n'est-ce pas, de vous rappeler quelque chose d'assez connu. La MONUSCO n'a pas que le rôle passif. Oui, justement. La MONUSCO a aussi un rôle actif, raison pour laquelle les troupes de la MONUSCO sont armées. Voilà pourquoi moi je me pose la question, s'il arrivait que la MONUSCO se rende compte qu'il y a une partie qui ne respecte pas les conflits, qui ne respecte pas, pardon, les cessez-le-feu, elle tournera justement sa mission vers une mission plutôt active. C'est la question que je suis en train de me poser, mais moi j'ai doute. En mission d'imposition de la paix. D'imposition de la paix, voilà. Pourquoi? Parce que la MONUSCO a un mandat du Conseil de sécurité des Nations Unies. Oui. Et c'est supposé que si le Conseil de sécurité des Nations Unies va intervenir en RDC, la première armée à laquelle elle va recourir, et où il va recourir en RDC, c'est bien évidemment la MONUSCO. Alors, voilà pourquoi moi je suis en train de me poser tant de questions. On sait tous, l'ONU aujourd'hui, elle est dans la tourmente. C'est que Donald Trump avait créé, d'ici le mois fin février, je crois, il y aura la première réunion de son organe qu'il veut mettre pour concurrencer l'ONU. Et son ONU. Voilà, son ONU, donc en quelque... le conseil des paix, comme il est en train de l'appeler. La première réunion aura lieu d'ici là. Donc, je ne sais pas si aujourd'hui, on peut... Bon, d'ailleurs, vous parlez de la légitimité. La MONUSCO n'a pas cette légitimité populaire. Même certains belligérants aujourd'hui qui ne font plus même confiance à la MONUSCO. Alors, je ne sais pas si on peut espérer à ce que la mission dont cette... disons, ces contingents de l'ONU viennent d'avoir aujourd'hui, je ne sais pas s'ils vont aboutir même c'est les mêmes doutes que je partage. À leur mission, parce que même sur le plan international, on sait qu'il y a une fragilité déjà avec l'ONU. Mais quand même, sur le terrain Gaëtan Kombi, il faut quand même le dire, ils sont déjà là. On a vu Van de Père en République démocratique du Congo, à Goma, aujourd'hui, maintenant là. Elle vient de s'entretenir avec, je ne sais pas si la régie parle le même langage avec nous, pour qu'on voit justement quelques images montrant Van de Père avec Corneille Nangaa. Elle s'est entretenue aujourd'hui avec les responsables de l'AFCM 23 sur les cessez-le-feu. Donc l'AFCM 23 peut-être a donné
ces propositions. Avant, bon oui, l'ONU avec Jean-Pierre Lacroix qui s'est entretenu aussi avec les gouvernements congolais. Est-ce qu'aujourd'hui vous voyez des avancées? Pourquoi je pose cette question? C'est ça même le nœud de ma question. Les avancées en ce qui concerne les cessez-le-feu. À Doha, on n'a pas vu les cessez-le-feu être respectés. Donc, les engagements pris à Doha sur le terrain, ces engagements concernant les cessez-le-feu n'ont pas été respectés. À Washington, même chose, mais l'Angola lève son doigt et parle de la date du 18 février pour que les cessez-le-feu soient respectés par toutes les parties. Là où le Qatar n'a pas été entendu, là où les États-Unis n'ont pas été entendus, est-ce que vous voyez le Luanda pour trouver des solutions, donc pour trouver des solutions africaines aux problèmes africains, est-ce que vous voyez le Luanda s'imposer là où toutes ces puissances ont échoué? C'est un coup d'épée d'Allo, moi je pense. L'appel au cessez-le-feu de Luanda. Parce qu'elle quand même on s'en fixé la date. Mais à la base, Luanda n'est pas non plus légitime. Pourquoi? Parce que Luanda n'a pas consulté la M23, à ce que je sache. Bon. Pourtant, la M23 font partie, n'est-ce pas, des partis au conflit. Mais avant les 18, on peut le contacter. Vous allez m'excuser de la tautologie. 1. Le Luanda n'a pas consulté la M23, une erreur. 2. Luanda, c'est l'initiative de Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi qui est contesté par le M23. Est-ce que réellement, Félix Tshisekedi est-ce que réellement l'initiative vient de Félix Tshisekedi ou soit c'est Joao Lorenzo qui veut se rattraper après avoir échoué en 2024 dans sa mission de médiation entre la RDC et le Rwanda? Alors peut-être qu'il veut se rattraper pour remettre les deux parties. Mais là, on ne parle pas du Rwanda et de la RDC. La RDC peut-être la rébellion. Mais déjà en 2024, en 2024, Luanda posait problème. Pourquoi? Parce que Luanda, selon les M23, Luanda penchait plus en faveur de Kinshasa. Ça avait posé problème. Vous vous rappelez comment Luanda avait été dédoublé par Nairobi après. On ne s'est pas mis d'accord là-bas. Donc moi, je pense que c'est un coup d'épée dans l'eau. Pourquoi? Parce que, Luanda n'a pas consulté les M23. Et d'ailleurs, Lorenzo, il paraît qu'il n'en a pas l'intention. 2, parce que c'est le terrain idéal pour Félix Tshisekedi. Il aurait contacté Corneille Nangaa en ce qui concerne les dialogues intercongolais. Justement. Et Corneille Nangaa avait présenté une, je dirais pas une exigence, mais un préalable. On finisse tout d'abord avec le processus de Doha. Et puis, on peut peut-être amorcer d'autres processus. C'est ça donc le problème. Voilà, c'est pour les dialogues intercongolais. Mais le cessez-le-feu, les M23 n'a pas été congolais auquel, selon Kinshasa, Corneille Nangaa ne doit pas participer. Vous sentez cette... Mais il y a des contradictions entre les communiqués du soi-disant médiateur et les communiqués d'une partie prenante au conflit. Vous voyez très bien, la présidence congolaise communique en sa manière, qui change un peu des mots. La présidence congolaise, mais côté Angola, on la parle présidence congolaise, à l'heure où on est en train de parler, très cher Jenny, elle ne peut plus être considérée que comme une partie, n'est-ce pas, au dialogue. C'est quasiment jugé parti. Pourquoi? Parce que Félix Tshisekedi avait déclaré à corps et à cri être les seuls habilités à convoquer un dialogue intercongolais et d'en dicter même les timings. Voilà pourquoi, après l'initiative des évêques, l'initiative qu'il avait boudée d'ailleurs, il est... c'est lui qui boude cette initiative ou ce sont ces turiféraires que nous voyons qui viennent raconter souvent du n'importe quoi? Mais il avait boudé. Officiellement, la présidence de la République n'avait pas communiqué en disant voilà, nous nous alignons derrière la démarche des évêques. La démarche des évêques qui est plus inclusive que la démarche de Félix Tshisekedi, puisque celle des évêques inclut également les M23. Pourtant, celle de Tshisekedi n'inclut pas l'opposition. Et on remet en cause la position des évêques aujourd'hui. Du coup. Donc, voilà pourquoi moi je suis en train de J'ai même suivi des gens dire que les évêques, la Senko et les CC, sont des parties prenantes au conflit. donc ça devient compliqué. Ils ne peuvent pas être des médiateurs. Senko et CC doivent aussi se mettre aux côtés des belligérants peut-être. Parce que là, dans les dialogues, oui, c'est vrai, tout le monde n'a pas pris les armes. Mais quand on voit l'opposition non armée, peut-être l'opposition armée
les camps au pouvoir, la Senko aussi doit chercher sa place entre les deux camps. L'opposition non armée que le gouvernement a armée, je suis en train de parler du PPRD, qui, selon le langage du gouvernement, c'est le gouvernement qui a un groupe armé. Oui, justement. Oui. Dans la rhétorique, aujourd'hui, dans les narratifs du gouvernement en place, le PPRD, ce n'est pas un parti politique. Parce que Kabila, c'est un groupe armé. C'est comme ça que le gouvernement conçoit aujourd'hui les PPRD. Donc, il y a d'une part l'opposition armée, l'opposition non armée et l'opposition non armée que le gouvernement a décidé d'armer dans la rhétorique. Voilà donc pourquoi, si je me permets de revenir à la question initiale, moi je pense que Luanda, l'appel de Luanda au cessez-le-feu, c'est un coup d'épée dans l'eau. Pourquoi? Parce que, je l'ai dit tous les jours, tout dialogue, tout cessez-le-feu, toute négociation doit avoir comme tapis la bonne foi. Et il n'y a pas de bonne foi de part et d'autre. Tout le monde veut conquérir, tout le monde veut avancer. Mais pour quelle finalité? Avancer pour la M23 pour renverser Tshisekedi. Non mais le M23 n'acceptera jamais que Minembwe et toutes les localités où il y a de minorités, Banyamulenge, soient la cible, n'est-ce pas, de FRDC. Ça, c'est un. Oui. Pas que des FRDC, mais des Wazalendo. Parce que moi, je suis en train de dire l'impondérable dans cette guerre. Les facteurs X, ce sont les Wazalendo, les Turanéos, c'est-à-dire les différentes milices alliées au principal parti au conflit. Donc ça, c'est un. Le M23 ripostera toujours aux interminables provocations dont seront toujours victimes ces minorités-là, ces minorités. Deux, entre guillemets. Deux, il y a une sorte de, comment dirais-je, Kinshasa veut profiter en quelque sorte des statu quo pour reconquérir certains territoires, certaines localités. D'ailleurs, Kinshasa l'avait exprimé après la réunion extraordinaire, pilotée par la première ministre Judith Suminwa. C'était clair que le gouvernement avait l'intention de reconquérir tous les territoires occupés par les M23 et d'y instaurer l'autorité de l'État. On peut le faire avec la voie, en passant par la voie diplomatique. C'était ça. Maintenant, comme la voie diplomatique, les dialogues sont en quelque sorte gelés aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a du statu quo. Le gouvernement en profite maintenant pour rafler. Donc c'est ce qui explique des victoires moins importantes aujourd'hui enregistrées dans les territoires des Fizi, à Minembwe, aux alentours de Minembwe, partout là-bas. Mais parce que déjà, il faut on a parlé le gouvernement contrôle aujourd'hui Uvira. Uvira, qu'il contrôle du fait, n'est-ce pas, de l'appel des États ou de la pression américaine. Oui. Il y a eu un coup de marteau, les Américains se sont mis en colère, ils ont demandé à l'AFC-M23, ils ont exigé à l'AFC-M23 de se retirer d'Uvira. Après, le gouvernement y est revenu en chantant la gloire, mais on sait tous qu'il n'y a pas eu vraiment d'affrontement. Il y a de petits affrontements dans certaines localités, Mikenge, Point Zéro, vraiment des petits affrontements et souvent menés par des alliés, mais pas par les principales parties au conflit, c'est-à-dire les M23 et les FARDC. Donc, moi, à l'heure actuelle, je ne peux pas parler vraiment des avancées significatives. Des conquêtes significatives, oui. Puisque qui dit conquête significative dit, voilà, le FARDC entre, n'est-ce pas, en guerre directe avec les M23 pour la récupération d'une localité précise. Par exemple, un territoire, par exemple, le FARDC se fixe comme objectif de récupérer un territoire bien établi et ils y parviennent. Là, on peut parler de véritables conquêtes. Mais à l'heure actuelle, il n'y a que de... Moi, je trouve que ce sont des petites poches d'affrontements qui, du reste, remettent en cause les cessez-le-feu convenus dans différents salons diplomatiques. Voilà, Gaëtan Kombi, on va lire quelques commentaires parce que nous sommes en direct. Les gens qui nous suivent, justement, je sens quand même qu'il y a de l'intérêt à cette émission. Merci, suis Anitouri Komanda. Voilà, Ngundo Innocent.
coucou, je vous suis depuis la Chopo, à Kisangani, Jean Bianda. Merci beaucoup. Bonjour, je vous suis à partir de l'Angola. Étienne Yamba. Nous sommes à l'écoute des bonnes nouvelles depuis Kindu Maniema. Pascaline Yohari. Foudroyé M23. Prosper Simbou qui le dit. Félicitations. Rigobert Nkonde. Je vous suis à partir du Congo central. Prosper Simbou. Bon, Prosper, il a dit quelque part. Ah, ok, je vois, je vois. Donc, il est revenu à des reprises. Bonjour, je vous suis depuis Congo. Donc, Congo Brazza, voilà, à Pointe-Noire, Hugo Dongo. Merci à vous tous. Faites comme Ngundo Inonsa, Étienne Yamba, Pascaline Prosper. Voilà, faites comme ces abonnés qui sont en train, bien sûr, de réagir en direct. Nous sommes en direct, mesdames et messieurs, sur Web Info. Alors, on va entrer dans le dernier virage de cette production, mais avant d'entrer directement, Gaëtan Kombi, peut-être pour citer les dialogues inter-congolais. Là aussi, c'est Luanda qui s'invite. Kabila, Katumbi, donc les fonds Kabila avec Sauvons les Congo, sont nombreux les Matata Mpogno qui font partie aujourd'hui du clan Kabila, Katumbi qui est toujours là, Fayoulou et qui d'autre, Jean-Marc Kabound, elles sont toujours à Kinshasa. Cette opposition qui n'est pas en exil, qui reste toujours là. Qui n'est pas menacée. Et qui n'est pas, bon, oui, qui n'est pas menacé, ça c'est une précision d'État, qui n'est pas menacé, et souvent qui est reçu par le président Félix Tshisekedi. Les camps récents, c'est avec Martin Fayoulou à Washington. Donc, déjà, on a des blocs au niveau de l'opposition, les exilés, les non-exilés qui sont un tout petit peu, qui se rapprochent peut-être du pouvoir, l'opposition armée. Mais en écoutant de près les analyses de certains dignitaires du régime actuel, qu'est-ce qu'ils disent? À Doha, on discute avec l'opposition armée. Pas question que cette même opposition soit à la table dans le dialogue intercongolais. En parlant de l'opposition armée, vous l'avez dit, Kabila en fait partie. Kabila est selon les gouvernements. Selon le gouvernement. Donc aujourd'hui, si on peut discuter, ça sera aussi à Kinshasa. Mouya l'a dit, mais on pose toujours des conditions. Et les forces rwandaises se retirent pour mener le dialogue. Il y a toujours des conditions. Je ne sais pas si ce dialogue garde toujours, aura un caractère inclusif avec toutes ces conditions. Et si oui, qu'est-ce qu'il faut faire justement pour rassurer tout d'abord tout le monde? En parlant des assurances, il y a les Katumbi qui, je ne sais pas s'ils peuvent venir en République démocratique du Congo, mais le chef d'État dit non, il n'a pas de problème avec eux. Ils sont partis pour des... ils ont hyper de rien eux-mêmes, ils sont partis à Kinshasa et participer au dialogue. Moi, je pense que la première étape de la réussite d'un dialogue, pas que la première étape, c'est l'une des étapes charnières de la réussite de tout dialogue. Oui. La bonne foi. J'en ai parlé précédemment en ce qui concernait le non-respect du cessez-le-feu. Moi, je pense que c'est dû à la mauvaise foi. Mais surtout, il y a une étape charnière, n'est-ce pas, dans la réussite d'un dialogue. C'est, n'est-ce pas, la capacité de parties prenantes au dialogue de relativiser leur position. Quand vous allez au dialogue, vous avez votre propre cahier des charges. On sait aujourd'hui que pour, par exemple, l'AFC M23, dans le cahier des charges de l'AFC M23, il y a notamment la démission de Tshisekedi. C'était ça avant. Oh, c'était ça avant. Mais ils ont en amont, ouais. C'est ce que Corneille Nangaa disait. Il disait qu'on ne pouvait jamais négocier avec quelqu'un d'une parole aussi versatile. C'est ce qu'il disait. Qui ne respecte aucun engagement. Et donc, il fallait que Tshisekedi puisse sauter d'abord. C'était ça le préalable de l'AFC M23. Mais intelligemment, du fait également de l'évolution du contexte, du fait également de la réalité en face, l'AFC M23 a évolué. Et s'est dit finalement prête, n'est-ce pas, à parler avec Félix Tshisekedi. Donc, vous sentez par là une certaine relativisation de la position. À l'époque, Sauvons les Congo disait également ne jamais, n'est-ce pas, entreprendre
un quelconque dialogue avec Félix Tshisekedi. Vous vous rappelez du premier discours de Joseph Kabila lors de la création, ou disons lors de l'appel à la mobilisation nationale pour la création de la coalition Sauvons le Congo. Il disait que Tshisekedi devrait sauter parce que c'était lui le mal congolais. Mais au fur et à mesure, on a senti que Kabila a également relativisé sa position. Et nous avons passé en revue ces nouveaux préalables. Voilà un autre argument qui prouverait qu'il est des mèches, peut-être avec, comme les pouvoirs de l'acquisé, qu'il est des mèches avec la FCM. Comment avoir le même cahier de charge? Il peut arriver que vous ayez le même ennemi en étant 3 ou 4. Mais chacun peut avoir ses raisons. Mais tous les adversaires politiques de Félix Tshisekedi, à moins que certains s'en cachent bien évidemment, ils ne peuvent pas dire que le pays est bien gouverné. Tous les adversaires politiques de Félix Tshisekedi. Parce que même son ancien allié, c'est le dénominateur commun. C'est le dénominateur commun oui. à tous. Oui. La mauvaise gouvernance de Félix Tshisekedi. De toutes ses oppositions, armées ou non armées. Armées ou non armées. Ils ont comme dénominateur commun Félix Tshisekedi. Et leur principal combat, c'est de voir Félix Tshisekedi partir du pouvoir. Ça, c'est mais ils ont actualisé ou ils actualisent quotidiennement. Ils actualisent quotidiennement. À l'évolution du contexte. À l'évolution du contexte, bien évidemment. Katumbi, à l'époque, lui, il est resté... C'est ça, on ne connaît pas Katumbi. Il est resté, mais récemment... C'est quoi ces revendications? Olivier Kamitatou a déclaré qu'ensemble était favorable au format du dialogue proposé par les évêques de la 5e. Avez-vous une idée sur leur cahier de charges? Mais oui, le cahier de charges de Katumbi, on sait tout ce qui sont l'organisation des élections dans le délai. Ok. L'organisation des élections, donc pour Katumbi... donc il viendra dans le dialogue pour rappeler juste à Félix Tshisekedi que les élections doivent se tenir en 2028. Mais ça, quand même, il faut et après 2028, ça, il faut oublier. Il doit sauter. Ça, il faut oublier. Mais c'est ça le principal cahier des charges. Il faut oublier. Donc, c'est le même cahier des charges. S'ils participent au dialogue, ils ont déjà perdu d'avance. Parce que pourquoi on est en 2026 aujourd'hui, et tenant compte, parce que la CENI avait publié une feuille de route pour les élections de 2028. Et cette feuille de route, les activités voilà, qu'on peut voir dans cette feuille de route, devraient commencer déjà en 2025. On serait en train aujourd'hui de sensibiliser les gens pour l'enrôlement. Aujourd'hui. Mais on ne connaît même pas comment l'argent est décaissé. On ne sait rien absolument. Les présidents la composition de l'équipe de la CENI. Monseigneur Donatien Cholet a dit que si on essaie un peu d'y aller très vite dans le dialogue, si on les diligente, on sera toujours dans le bon timing. Parce qu'on doit revoir aussi la CENI. Elle pose aussi problème. Moi, je pense que je me fie à ce que Monseigneur Donatien Cholet a dit. Oui. Il a dit que si on essaie un peu de diligenter ces dialogues-là et les tenir avec un peu plus de bonne foi, on peut toutefois rattraper ce retard-là, ça ne pose aucun problème. Bon, si les élections allaient se tenir, je pense que ça se tient généralement en décembre. On peut prolonger de 5 ou 6 mois et les tenir peut-être en juin ou juillet à l'été 2029, ça ne pose aucun problème. Mais là, on sera dans les délais. Mais c'est ça. Parce qu'on s'en tient à la Constitution 2029. Pour que le seul apaisement qui peut venir, n'est-ce pas, et qui peut calmer toutes les frustrations et la crise politique qui est en RDC, c'est la garantie que les élections se dérouleront en 2028. Et c'est tout ce que presque les opposants de Félix Tshisekedi attendent de Félix. Est-ce que c'est réaliste? Voilà pourquoi j'étais en train de vous dire... Parce que j'ai entendu, je vais vous surprendre un tout petit peu. Un membre influent de l'IDPS, aujourd'hui il est député national, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ceci: nous aussi dans les dialogues, dans notre cahier des charges, on viendra pour expliquer, vous dites qu'on vient de passer 8 ans au pouvoir, mais réellement dans les 8 ans, on a géré qu'une année et demie. Mais une année et demie. Et ils vont revendiquer les 8 ans, l'entièreté de leurs 8 ans. Ce qui est grave dans cette rhétorique que vous venez de soulever, appartenant bien évidemment aux proches de Félix Tshisekedi, c'est que eux conçoivent que on peut aller au dialogue pour discuter, n'est-ce pas, des dispositions constitutionnelles verrouillées. Parce que les dispositions constitutionnelles verrouillées, il y a bien évidemment la question liée au mandat. On ne peut pas d'un simple coup de marteau, coup de pied ou coup de marteau magique
passer de 2 à 3 mandats du fait, n'est-ce pas, de la tenue des dialogues. Voilà pourquoi moi je pense que, il y a de mauvaise foi, il y a une mauvaise foi, notamment de la part du régime en place, puisque tout le monde a relativisé son cahier des... Tout le monde, y compris la FCM 23 qui ne voulait jamais discuter avec Félix Tshisekedi. Sauvons les Congo qui ne voulait jamais discuter avec Félix Tshisekedi. Katumbi qui était entêté dans sa position, mais au moment où tout le monde est en train de relativiser sa position, Félix Tshisekedi est en train de radicaliser la sienne. Il est passé de, voilà, justement, il est passé de, voilà, on peut négocier avec, on peut entrevoir un dialogue sous un format. Après, il est revenu en disant, le dialogue, mais à Kinshasa. Mais qui mettra son pied à Kinshasa? Il sait exactement que tous les opposants qui sont en fuite, qui diraient se sont toujours menacés, même là où ils sont partis s'exiler, ne peuvent pas mettre leur pied à Kinshasa. Aujourd'hui, voilà, il est resté ferme. Il a dit à Kinshasa. Alors, et il sait exactement qu'aucun opposant, parmi les opposants qui lui sont les plus farouches, ne peut mettre son pied à Kinshasa. Voilà, donc, moi, je pense qu'il appartient aujourd'hui, la solution viendra de lui. Comme le problème du Congo actuellement, sans peur de le dire, à quelques exceptions près, c'est lui. C'est Félix Tshisekedi. Je ne dis pas que c'est lui seul le problème. Je ne dis pas que c'est lui seul le problème du Congo, mais il en est le problème parce qu'il ne veut pas voir la réalité en face. Il n'est pas le seul. La réalité en face. Il fait partie peut-être du problème. Il fait partie évidemment du problème. Parler, c'est comme si vous voulez responsabiliser seul. J'ai dit, si on évaluait le problème à 100%, lui l'est à 75%. Oh là là, c'est beaucoup. 75% parce que il suffit de sa bonne foi. Il suffit de sa bonne foi. Il suffit, n'est-ce pas, de sa parole pour que les pays puissent recouvrer, n'est-ce pas, pour que les pays puissent recouvrer, n'est-ce pas, sa bonne santé. Mais lui, il est toujours en train de radicaliser. Dans les petits virages, petits en tout cas de cette émission, parce qu'on va juste en parler dans une minute. Gaëtan va être bref, justement, précis et concis. Vous savez de quoi on va parler? 30 secondes. Ok. Pour conclure le... Non, il y a un point qu'on va aborder. Dans une virgule, je ne m'en souviendrai plus. Non, ok, je vous relance et puis vous allez poursuivre directement. Ouais, juste. Ça concerne les accords avec les États-Unis d'Amérique. Il y a des bruits aujourd'hui qui circulent, comme quoi la RDC ne se retrouve plus dans ces accords et commence maintenant à voir clair. Voir clair, ça veut dire, on se rend compte qu'on a été dupé par les Américains. Elle serait en pleine exploitation déjà de nos minéraux, avec la présence des Blackwater, les hommes d'Eric Prince, qui sont là et on comprend tous que peut-être leur mission c'est pour protéger les carrés miniers, tout ça. Et ils n'ont rien à voir avec, la sécurité, bien qu'on les a associés dans la prise d'Ouvira. Un petit mot, digite dans une minute, hein, et puis on va terminer. Déjà, ces accords-là, moi, je pense qu'ils souffrent de, comment dirais-je, de redevabilité. De redevabilité dans quel sens? Et des publicités parce que la plupart des Congolais n'y comprennent rien. N'y comprennent rien, pourquoi? Parce que, généralement, c'est expliqué dans des termes très lourds. Exactement, on ne sait pas, ok, sur ces carrés miniers... Version lingala, normalement, c'est comme ça que ça devrait se faire. Je le vois souvent avec des... Vous en avez un exemple? Vous avez déjà vu un exemple? Je le vois juste avec un petit livre partout. Donc, c'est de la démagogie. Mais c'est de la démagogie. Après, moi, je pense que ces accords-là, comment on doit les expliquer aux Congolais? Sur ces carrés miniers. Est-ce que c'est aujourd'hui qu'on peut expliquer ça? Non, mais parce qu'avant la signature, il fallait qu'on explique. Il fallait que le Parlement puisse se prononcer. Mais le Parlement, comme vous le savez tous, est devenu un souk des distraits. Après, non, moi je pense que on devrait expliquer aux Congolais pour ce qui est de la concession minière de tels lieux, les Américains exploiteront à de telles proportions et en retour, on bénéficiera de ceci. On bénéficiera par exemple
d'un chemin de fer, on bénéficiera de autant de milliers de kilomètres de route, Oui. on bénéficiera de l'expertise américaine en ce qui concerne le transfert de compétences et de technologies, mais rien de tel n'est expliqué. Au point que vous venez de soulever quelque chose de très important, on s'en est finalement rendu compte en aval qu'on avait fait des conceptions et les Américains sont déjà en train d'exploiter. Voilà pourquoi le ministre des Mines, Watum Kabamba, est revenu en disant oui, à tout moment, on peut se tourner vers un autre partenaire autre que les États-Unis d'Amérique si les États-Unis d'Amérique ne respectent pas leurs engagements. Mais c'est quoi les engagements des Américains exactement? Mais ça c'est créer une confusion parce que nous savons tous, on peut prendre les engagements, les accords là qu'on a signés à Washington, soit les accords de paix ou les accords économiques, on ne peut pas mettre fin à ces accords-là avant 5 ans. C'est ça. On ne peut pas révoquer ces accords. On ne peut pas révoquer ces accords avant 5 ans. Et il y a toute une procédure pour les faire. Il y a toute une procédure. Mais tout est flou. Tout est tellement flou. Bon, moi, je me mets à la place de la population, du citoyen lambda, qui a entendu dire que la RDC, son pays, a signé des accords miniers avec les États-Unis d'Amérique. Mais la première question qui va se poser, de quoi il s'agit? Ça va porter sur quoi? Qu'est-ce que nous, on va gagner en retour? Moi, je pense que c'est la question qui intéresse les plus Gaëtan, on est à la fin, j'ai compris. Malheureusement, aujourd'hui, on en est dans un flou que finalement, on est en train de se rendre compte que c'est nous qui sommes en train de perdre et en retour, on ne gagne rien. Très bien. Et pour chuter par rapport à... Vous avez dit que vous allez me donner 15 secondes pour conclure. Dans la 5 minutes que je vous ai donné. Pour conclure les précédents sujets, mais ça ne va tuer personne si je parlais pendant 15 secondes. Allez-y. Après, si j'ai dit que c'est Tshisekedi qui est le blocage aujourd'hui du pays, j'ai fait allusion à sa bonne foi de dire oui au dialogue sous le format proposé par la CENCO, puisque c'est le format qui est accepté aujourd'hui par la quasi-totalité de la classe politique congolaise. La CENCO et l'SCC n'inspirent pas confiance. Mais à vous quel le niveau? savez très bien. Mais à quel niveau? Simplement du fait que Kinshasa accuse la CENCO de consulter les M23. Non, pendant ces temps, Kinshasa est en train de négocier on dit que la M23 CENCO et l'SCC ne condamnent pas le Rwanda. Ils l'ont fait. Ils sont juste là pour critiquer, pour critiquer ils l'ont fait par le Félix passé. Tshisekedi. Ils l'ont fait par le passé. Mais si Félix Tshisekedi voudrait écarter toute personne qui ne condamne pas le Rwanda au dialogue, mais il va faire le dialogue avec Fayoulou et qui est Sesanga, peut-être avec des opposants. Voilà, Le droit de l'opposition voudrait que l'initiative formulée par la CENCO soit celle qui soit appliquée. Moi, je ne vois pas en quoi ça dérange. Je tiens aussi à préciser que nulle part dans les accords de Washington, là où les gouvernements congolais et les Rwandais se sont mis ensemble, nulle part dans ces accords, on a condamné l'agression du Rwanda. D'ailleurs, nulle part on cite l'agression du Rwanda. Également dans ces accords. Mais il fallait qu'il le dise là où le gouvernement a signé. Mais il fallait qu'il le dise à Trump. Voilà, on a du mal à le dire en Trump, mais on insiste pour que les opposants il le dit courageusement à la CENCO, qu'il le dise également à Trump. Messieurs, vous n'avez pas condamné les Rwandais, par conséquent, vos accords sont nuls et dénués. Mais on a déjà signé ces accords-là où les Rwandais n'aiment pas condamner. Pourquoi cette hypocrisie-là? Voilà, mesdames et messieurs, c'est sous ces questionnements qu'on arrive à la fin de cette émission. Les actus chaudes sur WAB Info. Elles ont été chaudes. Gaëtan, merci. Merci beaucoup, cher Jenny. Merci à tous les abonnés de WAB Info Télévision. Alors, je termine par ces quelques commentaires. Voilà. Mais je vais y réagir si ça me... Non, pas du tout. Nous vous suivons à partir de Lubumbashi. La population en souffre, mes amis. Que les politiciens aient pitié de ces derniers, s'il vous plaît. L'humilité précède la gloire. Ancino Moukez, voilà qu'il est dit. Bonjour, je vous suis depuis le Congo-Brazzaville. L'invité semble minimiser la reconquête de certaines cités et localités par l'armée. Soyons réels. Les FARDC portent un coup d'ire à l'AFCM 23. Il dit encore RDF. Là, je suis fidèle à son message. Rossi Loutete. Bonjour, je vous suis depuis la ville de Lubumbashi. Shadrach Kabwe. Voilà. Abonné fidèle. Mais pourquoi je suis cette chaîne? Bon, je ne sais pas. Toi-même, tu sais pourquoi tu suis la chaîne. Toi-même. Hein, Jérôme Tingolo. Depuis où, s'il vous plaît?
Donc, vous-même, vous connaissez la raison. Nous, Congolais, nous sommes incapables de nous organiser avec sérieux. De la présidence jusqu'aux entités administratives locales. Un peu de respect pour le président Félix. Shadrack Kaboué qui l'a dit. Un peu de respect pour le président Félix. Alors, dire qu'il est... Bon, c'est clair, dire qu'il est responsable d'une part. Oh non. Son Altesse. On est à la fin de cette émission. Merci à Thomas Zawadi qui nous a réalisé. Restez connectés, mesdames et messieurs. L'actualité est en continu sur votre chaîne.